Bonsoir à tous. L'information se poursuit sur Al-Oula. D'abord, ce communiqué du cabinet royal en ouverture de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé hier au palais royal de Rabat une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu hier vendredi et qui a occasionné d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du royaume. Tout de suite avec moi sur le plateau, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mustafa Shemi. Bonsoir, vous êtes professeur de droit et politologue. Bonsoir. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir avec nous sur le plateau M. Hsnait Brahim. Vous êtes professeur expert dans la gestion des risques naturels à l'université Mohammed V de Rabat. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons tout de suite lancer le débat sur le séisme qui a frappé le royaume. Sishimi, le séisme a été dévastateur en tout rapport en termes de perte de vie humaine et en dégâts matériels considérables. Évidemment que c'est une grande tragédie nationale illustrée par le nombre de morts. On est à 2122 et 2004 morts et 2400 blessés. Et évidemment, ce n'est pas fini. Hélas, il faut s'attendre encore à une aggravation des résultats, des victimes, etc. Pourquoi? Parce que les recherches actuellement se poursuivent pour identifier, chercher, etc., du fait de la complexité du relief. Vous savez que c'est un relief montagneux dans cette région du Haouz. Bien, premier point. Deuxième point, c'est un choc. Évidemment, c'est une situation de choc. Nous sommes tous les uns et les autres en situation de choc compte tenu de ce que l'on a vu à travers les images et les témoignages, etc. Donc c'est extrêmement important. Ça prouve qu'il y a des risques sismiques qui sont là, qui pèsent de tout leur poids sur le Maroc. Mon excellent collègue le dira mieux que moi, etc. Et c'est une situation qui peut conduire à un stress traumatique. Et je crois qu'il faut se préoccuper d'ores et déjà, me semble-t-il, indépendamment évidemment du secours apporté aux populations qui dorment dans les rues, qui ont perdu donc leur maison, qui ont perdu leur travail, etc. Il faut s'attendre aussi et espérer qu'il y aura un traitement post-traumatique du fait que ça reste dans les comportements. Et on le sait, il y a dans la psychologie collective et individuelle ce qu'on appelle des traumas. Il y a eu le traumatisme des attentats de Casablanca en 2003. Il y a eu évidemment dans la mémoire collective le tremblement de terre d'Agadir qui a fait 12 000 victimes. Donc voilà une situation. C'est un Maroc qui est à l'épreuve. Mais c'est un Maroc, je peux vous le dire, qui saura trouver en lui-même des ressorts pour rebondir, et ça s'appelle la résilience, et nous sommes capables de cela. Et justement, en matière de gestion des catastrophes, le Maroc a accumulé une grande expérience, citant à ce titre la gestion de la crise du Covid, le séisme d'Al Hoceima. Le Royaume compte également à son actif d'importantes expertises à l'international, n'est-ce pas, professeur ? Oui, alors au-dedans, d'abord, vous avez raison de le relever, nous avons jusqu'à maintenant capitalisé un cumul d'expériences pour simplement les 60 dernières années écoulées, les 6 décennies écoulées. Je pense évidemment à Agadir. Je pense aussi, donc 1960, février 1960, 12 000 morts, mais je pense surtout à des événements plus récents, des tremblements de terre pour rester dans ce périmètre-là. Ce qui s'est passé à Al Hoceima en 1994, les gens l'oublient, également en février 2004, où il y a eu près de 700 morts avec 1500 blessés, etc. Donc nous avons, pour ce qui est des risques liés donc au tremblement de terre, nous avons capitalisé une expérience et un savoir-faire. J'ajoute que ce savoir-faire, il concerne tous les domaines de risque, aussi bien les risques climatiques, les risques biologiques, les inondations. Il y a eu des inondations importantes, vous le savez, dans le Rarb, à Tanger en 2008 et dans le Rarb en 2009, où 100 000 hectares ont été détruits. Il y a aussi une autre expérience tirée de la lutte anti-acridienne, on l'oublie.
dans 1987, 89 et en 2003, 2004, où 3 millions d'hectares ont été traités dans le cadre de la lutte anti-acridienne. Il y a les incendies de forêt. Nous avons plus de 3000 hectares qui brûlent tous les ans, notamment dans le Rif. Et puis, il faut ajouter des risques technologiques, si je puis dire, les incendies, les explosions, la pollution des hydrocarbures, où il y a eu un certain nombre de risques qui ont eu lieu, vous le savez, à Tanger et ailleurs, où le Maroc a été à la hauteur, sans parler des accidents de transport. Il y a eu un accident d'avion, vous savez, à Agadir à l'époque, etc. Donc il y a là un large spectre où le Maroc a été préparé à apporter des réponses conséquentes. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse institutionnelle? Il y a un dispositif. Il faut voir quels sont les intervenants qui interviennent dans la lutte de la prévention des risques naturels ou autres, etc. Évidemment, le principal acteur, si je puis dire, c'est le département de l'Intérieur, puisqu'il a une couverture territoriale évidente. Mais il y a d'autres départements ministériels, d'autres associations, des directions techniques, tout ça, etc. Je peux vous donner la liste. C'est une trentaine de participants qui sont là dans ce dispositif. Et c'est ce dispositif-là qui aide donc à apporter les réponses qu'il faut. C'est un dispositif qui fonctionne également à l'international. Le Maroc s'est distingué à l'international par quoi? Par des hôpitaux de campagne, quand il y a eu en Afrique, ailleurs, etc. Notamment aussi que pour ce qui est du Covid à Al-Quds, puisqu'il y avait donc, vous le savez, un hôpital de campagne, etc. Donc nous avons là une expérience intéressante qui a été affinée et qui fonctionne bien. J'ajoute qu'il y a aussi la participation dans le détail des intervenants que j'ai donnés, l'appareil militaire, les forces armées royales, les forces auxiliaires, etc., qui sont au premier plan. Pour la lutte anti-acridienne, c'est les forces armées royales et la gendarmerie qui sont au premier plan dans la lutte anti-acridienne. Donc il y a là un dispositif et il y a une coordination qui se fait au plan national évidemment, mais également au niveau des différentes provinces et préfectures, il y a des PC. Il y a des PC qui sont en fonction, qui sont là, qui prennent des décisions, qui suivent. Donc sur ce plan-là, le Maroc est armé pour mener une politique de lutte contre les risques et en même temps de prévention contre ces risques. Et c'est précisément sur cette base-là, c'est là où je voulais en venir pour finir sur votre question, que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'aide internationale. Je suis quand même interrogatif par la mobilisation d'un certain nombre de médias français, européens et autres qui disent « Ah, le Maroc n'a pas donné autorisation, etc. » Mais le Maroc, il gère ses affaires en toute souveraineté, toute indépendance et avec responsabilité. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une première phase d'évaluation des risques, de ce qui se passe sur le terrain, les réalités. C'est à partir de ce travail de terrain, in situ, que le Maroc pourra faire appel éventuellement des concours d'organismes et d'associations étrangères. C'est le cas, ça a commencé avec l'Espagne. Nous avons des secouristes, un avion de 52 de secouristes espagnols qui est venu, un deuxième doit venir demain de 52. Le Maroc a donné son accord aussi pour des secouristes venant du Qatar et le Maroc n'a pas à subir les pressions des uns et des autres pour donc ouvrir ses frontières. C'est au Maroc à décider sur la base des données qu'il a réunies quelles sont les formes éventuelles de concours d'un certain nombre de pays étrangers ou d'associations. Professeur Srimi, je vous remercie pour ce premier éclairage. Je vous propose de rester avec nous. Et tout de suite, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé hier au Palais royal de Rabat une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu avant-hier et qui a occasionné d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du royaume. À cet effet, les responsables présents ont exposé devant Sa Majesté le Roi les derniers développements que connaissent les préfectures et provinces touchées, notamment au niveau de certaines localités qui étaient inaccessibles au cours de la nuit et dans lesquelles les points de situation et l'intervention des secours n'ont pu être opérés qu'à la levée du jour. Nisrine El-Hamdaoui. Durant cette séance présidée par Sa Majesté le Roi, les responsables présents ont porté à la très haute attention royale le détail des mesures qui ont été prises afin de répondre rapidement à cette catastrophe naturelle d'ampleur.
Ces mesures d'urgence, objet d'instruction et de suivi constant par Sa Majesté le Roi dès les premiers moments qui ont suivi le séisme et ayant connu l'intervention des forces armées royales, des autorités locales, des services de l'ordre et des équipes de la protection civile, ainsi que des départements ministériels concernés, ces mesures d'urgence ont porté principalement sur le renforcement des moyens et des équipes de recherche et de secours à l'effet d'accélérer les opérations de sauvetage et d'évacuation des personnes blessées, l'approvisionnement en eau potable des zones touchées, la distribution des kits alimentaires, des tentes et des couvertures au profit des sinistrés, la reprise rapide des services publics. Il est rappelé à cet égard que sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les forces armées royales ont déployé d'urgence des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d'intervention spécialisés à base d'équipes de recherche et sauvetage et d'un hôpital médico-chirurgical de campagne. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a donné ses très hautes instructions en vue de poursuivre avec célérité les actions de secours menées sur le terrain et en vue de mettre en place immédiatement une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées dans les meilleurs délais. La prise en charge de personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables. La prise en charge immédiate de l'ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme, notamment en termes d'hébergement, d'alimentation et tout autre besoin de base. L'encouragement des opérations économiques en vue d'une reprise rapide des activités au niveau des zones concernées. L'ouverture d'un compte spécial auprès du Trésor et Banque al-Maghreb en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics. La pleine mobilisation de la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans toutes ses composantes, à l'effet d'apporter soutien et accompagnement aux citoyens dans les zones touchées. La constitution de réserves et stocks de première nécessité comportant médicaments, tentes, lits et aliments au niveau de chaque région du royaume pour parer à tout type de catastrophe. Il a également été décidé un deuil national de 3 jours avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics. Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a donné ses hautes instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques pour l'accomplissement de la prière de l'absent, Salat al-Ghaib, dans l'ensemble des mosquées du royaume pour le repos de l'âme des victimes. Le souverain a également exprimé les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc à l'égard des nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières. Ont pris part à cette séance de travail le chef du gouvernement, M. Aziz Akhnouch, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Khalid Ait Taleb, ainsi que le général de corps d'armée, Mohamed Brid, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, le général de corps d'armée, Mohamed Haramo, commandant la gendarmerie royale, le médecin général de brigade, Mohamed Lebbar, inspecteur du service de santé militaire des phares, le colonel-major Ihsan Lotfi, directeur général de la protection civile, M. Abdelatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale, directeur général de la surveillance du territoire national, et M. Mohamed El-Azami, coordinateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, la prière de l'absence Salat al-Ghaib a été accomplie aujourd'hui après la prière d'Ad-Dohr dans l'ensemble des mosquées du royaume pour le repos de l'âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du Maroc.
Après l'accomplissement des prières d'Ad-Dohr et de l'absent, les fidèles ont élevé des prières au Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, de l'entourer de sa divine protection et de combler le souverain en la personne de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. En exécution des hautes instructions royales, les drapeaux nationaux ont été mis en berne dès hier soir sur les bâtiments gouvernementaux, les administrations et les lieux publics. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales ont déployé d'urgence la nuit du 9 septembre suite au séisme ayant sévi dans la région d'Al-Hawz des moyens humains et logistiques importants aériens et terrestres, en plus de modules d'intervention spécialisés à base d'équipes de recherche et sauvetage et d'un hôpital médico-chirurgical de campagne. Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l'état-major général des Forces armées royales et des places d'armes du royaume. En termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, des détachements d'intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d'apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées. 48 heures après les opérations de secours et d'assistance prennent une grande ampleur, des actions d'envergure engagées malgré les conditions difficiles en termes. Une course contre la montre est engagée et les éléments des Forces armées royales, épaulés par les éléments de la protection civile, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires et des autorités locales, sont à pied d'œuvre pour sortir les gens des débris. Al-Hawz, c'est un reportage de Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui avec Boubkar Ben Ghabret. Une vision apocalyptique de villages dévastés, de maisons complètement rasées témoigne de l'extrême puissance du séisme. Près de 48 heures après cette tragédie naturelle, les équipes de sauvetage et de secours, dans une course contre la montre, sondent les tonnes d'amas de gravats et de décombres à la recherche de survivants. Malgré les conditions difficiles dues à la nature rude du relief, les éléments des Forces armées royales, épaulés par les éléments de la protection civile, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires et des autorités locales, se mobilisent et coordonnent leurs opérations sur le terrain. توجيه فرق الإنقاذ والمسعفين إلى عين المكان من أجل تقديم يد المساعدة. Les secours se sont rendus immédiatement sur place pour porter secours et assistance aux sinistrés. Dans la province d'Al-Hawz, sur les 25 communes touchées de plein fouet par le séisme, 5 ont payé le plus lourd tribut de ce drame. وكانت الأعنف في 5 جماعات قروية. Un bilan provisoire fait état de plus de 2000 décès. La province d'Al-Hawz est la plus endeuillée, avec plus de 1293 morts. Et tout de suite, nous retournons à professeur Mustapha Shemi. Professeur, s'il y a une chose que l'on a pu remarquer après cette catastrophe, c'est bien l'élan de solidarité sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Les Forces armées royales, la protection civile et les autorités civiles se sont déployées d'urgence, mais il y a aussi la société civile qui a fait montre d'une mobilisation exemplaire. Oui, vous avez relevé la solidarité, bien sûr, mais auparavant, je voudrais noter la réactivité de la gouvernance d'un séisme qui a eu lieu vendredi à 23h11.
Le lendemain, début d'après-midi, Sa Majesté le Roi a tenu une réunion au Palais Royal de Rabat avec un certain nombre d'acteurs civils et militaires pour présenter et valider un dispositif de lutte et de prévention. C'est extrêmement important, ça aussi pour la gouvernement. Alors, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, évidemment, la solidarité. La solidarité, on l'a vu avec des symboles. L'équipe de foot, le fameux 11 national, il est allé et il a pas joué un match qui était prévu à Agadir, mais ils ont été les premiers à se rendre dans un centre de santé, de prise de sang à Agadir, et on a vu Walid El-Greghi, on a vu d'autres donner leur sang, c'est extrêmement important. Les centres de transfusion sanguine dans la région sont pris d'assaut par des centaines de personnes qui attendent pendant 2-3 heures. C'est quelque chose d'exceptionnel. La solidarité aussi, elle est organisée sur le terrain, avec des aides des voisins qui hébergent, qui donnent à manger, qui donnent de l'eau, tout ça, etc. Les images sont là. Donc c'est extrêmement important. J'ajoute la solidarité de notre communauté marocaine à l'étranger. Je puis vous dire, moi je suis en rapport avec un certain nombre d'associations dehors, puis vous dire que c'est des associations qui sont mobilisées et qui attendent le feu vert pour venir, qui ont constitué donc, qui ont fait des achats, qui ont constitué des lots, des conteneurs, etc. C'est quelque chose d'important. J'en tire cette conclusion, c'est que quand il y a l'épreuve, tous les contentieux qui peuvent exister au sein de la société, les clivages entre les uns et les autres, les tranches d'âge, etc., sont supplantés par cet élan vital, un élan de solidarité. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et c'est cet élan-là qui est la force motrice d'un Maroc debout, en mesure de relever tellement de défis, les défis de développement, les défis et les risques pesant sur l'intégrité territoriale du royaume, etc. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Il reste simplement à tirer les conclusions qu'il faut en termes institutionnels, si je puis dire. Première conclusion, il faudra bien arriver à faire valider une loi organique, une loi sur la gestion des risques. On a un certain nombre de textes épars, il faudra ramasser tout cela pour coordonner, harmoniser, donner de l'efficience précisément à ce dispositif. Il y a aussi la nécessité de mettre en place une plateforme nationale. Et troisième point, ça va peser sur la rentrée politique et le projet de loi de finances 2024. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier qui va coûter des milliards de dirhams. Je n'ose pas donner le chiffre, mais c'est autour de 10 milliards de dirhams au moins pour de 2024 et les années suivantes. Et donc il faudra mobiliser sur ce plan-là des ressources publiques, mais aussi insister sur la citoyenneté, puisqu'il y a 2 comptes qui ont été ouverts au Trésor et à Banque El Maghrib pour des cotisations et des dons. Et donc, c'est quelque chose d'important. Nous avons beaucoup de dossiers à l'ordre du jour aujourd'hui, la réforme fiscale, la réforme de l'éducation, le pouvoir d'achat, etc. Voilà un grand dossier national qui est transparti, transgénération, celui du développement d'une région qui a été donc saccagée, mise par terre, avec des centaines de milliers de personnes dans le dénuement. Ça aussi, c'est un grand chantier. Et c'est dans les grands chantiers que s'exprime l'élan vital et la mobilisation citoyenne, vous le savez. Et justement, cet élan vital a été aussi vu par un élan de solidarité salutaire dans les centres de transfusion sanguine. Les files étaient interminables dans plusieurs centres de santé, comme nous le verrons plutôt dans ce sujet de Boubacar Ben Ghabret, Rachid Leitabi et Hassan Mskour. Dès les premières heures de la matinée, une longue file de volontaires se forme devant le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech. Ces donneurs attendent de donner leur sang. En effet, et en un peu moins de 2 heures, une centaine de pochettes ont pu être collectées. Très tôt le matin, je me suis rendu au centre de transfusion sanguine de la ville. J'ai fait don de mon sang pour sauver les victimes du tremblement de terre qui a eu lieu dans la province d'El Haouz et d'autres régions du royaume. Nous sommes très nombreux à répondre à ce devoir national. Je lance un appel à tous les jeunes de mon âge de s'inscrire dans cet élan de solidarité. Nous devons venir en aide aux victimes du tremblement de terre, c'est notre devoir.
داكشي علاش خصنا نديروا هذه الحمله كلنا المغاربه كاملين. حقن الدم هو الوسيله الوحيده باش نعتقوا هذوك الناس. اليوم في المركز الجهوي لتحقن الدم. C'est un acte citoyen. Nous avons le devoir de sauver les nombreux blessés du séisme. Hier soir, dès notre appel, les citoyens se sont précipités dans ce centre. Je suis très ému par cet extraordinaire élan de solidarité. الحمد لله بلادنا باقيه بالخير وهذا خير كبير والله الا خير كبير. À quelques 300 km de là, au centre régional de transfusion sanguine de Rabat, même solidarité, même générosité. Un geste noble et une main tendue que nous avons en partage. Mon message est simple, je fais partie des Marocains qui se sont mobilisés spontanément pour faire preuve de solidarité avec leurs concitoyens dans les régions qui ont été impactées. Et j'exhorte tout le monde à faire preuve d'humanité et de spontanéité pour aider les leurs. Et Allah yahfad bladna. Ce matin, je me réveillais, j'ai appris les nouvelles, ça m'a vraiment rendu triste et du coup j'ai vu qu'il y a des opportunités pour donner du sang et vu que je suis donneur universel, je voulais le faire. Je suis française, j'habite au Maroc depuis 1 an et je présente mes condoléances à toutes les familles marocaines qui ont été touchées par le séisme qui a eu lieu hier soir. Et aujourd'hui, je vais soutenir tous les Marocains en donnant mon sang aujourd'hui à Rabat. Voilà, bon soutien à tous et bon courage à tous. Idem pour les habitants d'Oujda qui ont réagi rapidement et massivement. Dès les premières heures de la matinée, le centre régional de transfusion sanguine a mobilisé toutes ses équipes pour accueillir les donneurs de sang. Le cœur sur la main, à travers tout le pays, les Marocains ont fait montre d'une solidarité qui force l'admiration. La secousse tellurique a provoqué d'importantes pertes en vie humaine et de gros dégâts matériels. Elle a aussi semé la panique chez les populations. Retour sur une nuit de panique et d'angoisse avec Khadija Zerwal et Zakaria Mouqenbillah. Il était 23h11 quand tout a basculé. La terre a tremblé. Une secousse tellurique de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Son épicentre, la province d'El Haouz, commune d'Iril. Le séisme le plus puissant à avoir frappé le pays. L'onde de choc sismique est durement ressentie dans plusieurs villes. Paniqués, les habitants fuient leurs maisons. Les scènes sont faciles à imaginer. Redoutant des répliques ou l'effondrement de leurs maisons, c'est à la Belle Étoile que la plupart sont contraints de passer la nuit, loin de l'éventuel danger des constructions. La secousse était très forte, toute la ville a bougé. Dans les rues, les gens couraient de partout. Ils fuyaient leur maison de peur qu'elle ne s'écroule. Au début, nous avons senti une légère vibration. Et tout d'un coup, les secousses sont devenues de plus en plus intenses. Nous avons quitté nos maisons en urgence. C'était la panique totale. J'habite au 3e étage. Chez nous, les lustres ont dangereusement bougé. Quelques meubles se sont cassés. Nous sommes partis en courant. C'était une nuit terrible. Les dégâts matériels sont impressionnants. Maisons effondrées, chaussées dégradées, voitures écrasées sous les pierres. Aux grands mots, les grands moyens. Sur hautes instructions royales, les phares ont déployé des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, pour venir en aide aux populations sinistrées. Géographiquement, les experts parlent d'un séisme à faible profondeur de 10 km qui a immédiatement causé des secousses en surface sur un périmètre de 50 km. Quel risque sismique pour le Maroc? Doit-on nous attendre à des répliques ou à d'autres secousses plus fortes à l'avenir? Tout de suite, l'éclairage de Lhasnaït Brahim, professeur expert en gestion de risques naturels à l'université Mohamed VI de Rabat. Professeur, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, depuis le séisme d'Al-Hoceima en 2004, le royaume n'avait pas enregistré un séisme d'une telle violence. Quelle en est l'explication? Est-ce que le dérèglement climatique y est pour quelque chose?
Je voudrais d'abord rappeler que ce séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, c'est le séisme que le Centre de surveillance sismique a pu enregistrer depuis 1901 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment une surprise pour nous, étant donné que dans les calculs de probabilité qu'on faisait à partir des données que nous avions, eh bien, on ne s'attendait pas à un séisme de cette magnitude, en tout cas au niveau de la chaîne atlantique. Peut-être au niveau du Rif, étant donné qu'on a eu des 6,3 deux fois de suite, et étant donné la proximité du front, du rapprochement Afrique-Europe, on est sur une ligne sismique très, très active. Au niveau des atlas, tout ce qu'on a enregistré jusqu'à maintenant, depuis 1901 à aujourd'hui, c'est des séismes de magnitude 5, 5,2, 5,3 d'une façon générale. Ceci se confirme aussi par le fait que les données GPS, ça c'est très important, c'est d'une vingtaine d'années, c'est des données précises qui nous mesurent les déplacements qui sont liés à ce rapprochement Afrique-Europe, comment il se manifeste au niveau d'une région, au niveau d'un pays. Au Maroc, les données ont montré que c'est le Rif, alors c'était déjà une autre surprise, c'était le Rif qui absorbait le maximum, puisque c'est des déplacements de 5 mm par an. Les atlas n'ont donné que, je vous donne une moyenne bien sûr, que 2 mm par an. Et donc on a dit, ça s'explique. Pas de problème, les atlas, c'est une chaîne, c'est quand même assez stable, etc. Il y a une activité sismique, mais le Rif, lui, c'est plus récent que les atlas, et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce rapprochement de 5 mm beaucoup plus important. Mais là, vraiment, on est surpris, c'est que c'est les atlas qui nous génèrent sur place un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Et moi, je voudrais dire, en tant qu'ayant une idée sur l'ensemble des séismes au Maroc, si vous voulez, heureusement qu'il était quand même à 8-10 km, parce que celui d'Agadir, pourquoi est-ce qu'il a été beaucoup plus destructeur? C'est parce qu'il était à 1 ou 2 km. Et il était au centre d'une ville, ce qu'il y avait, si vous voulez, disons, de plus concentré à l'époque au niveau du sud. Et c'est les 70% de destruction de la ville au niveau d'Agadir. Là, magnitude 7, c'est quelque chose de très fort. Alors, juste pour précision, par rapport, bien sûr, à nos téléspectateurs et à nos citoyens, quand on dit magnitude 6 et quand on dit magnitude 8, c'est une fonction exponentielle, ce n'est pas une fonction linéaire. Donc, on multiplie l'énergie libérée par 10 puissance 3, ce qui montre pourquoi ce séisme au niveau de la Haouz a été aussi destructeur, puisque c'est sur plus de 60 voire 80 km que les destructions sont apparues. Et ce qui aggrave la situation, c'est que ça se présente dans une région montagneuse où l'accès est très difficile. Et donc, si vous voulez, il faut être compréhensif, être patient et reconnaître quand même la rapidité de la réponse de tous les intervenants dans le domaine de la gestion des risques que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Alors, maintenant, on peut se poser aussi la question, pourquoi est-ce que les dégâts ont été aussi importants? Là, ça vient du fait qu'on est dans une région montagneuse. Si vous voulez, d'une façon générale, vous avez remarqué que toutes les grandes villes, là où c'est construit en béton armé, ils n'ont pas eu de dégâts très importants. À l'exception, on va citer Marrakech. C'est pour que les gens ne paniquent pas. Le béton armé, il a bien résisté. Ceci voudrait dire, on reviendra tout à l'heure, est-ce qu'ils ont appliqué le code de construction parasismique ou pas? Mais en tout cas, du fait que c'est bien construit dans les normes déjà qu'exige l'habitat pour une construction, on n'a pas remarqué ni de fissures ni d'effondrement. C'est l'ancien Médina, c'est le Mellah. Et c'est tout à fait normal au niveau de ces régions-là. Ils se sont comportés, si vous voulez, comme à la campagne,
où les constructions, si vous voulez, ne sont pas faites dans les normes en respectant que ce soit les normes de l'habitat ou que ce soit les normes encore, si vous voulez, du code de construction parasismique. Autre chose, pourquoi maintenant aussi, au niveau de la campagne, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dégâts? Ça, c'est parce que c'est une région montagneuse et à l'époque, on construisait simple. Le toit était simple, en bois, de l'argile, avec de la paille. Ça, normalement, si ça tombe sur des gens qui dorment, comme ce qui s'est passé à Al-Husayma et aujourd'hui au niveau de l'Haouz, il ne devrait pas y avoir autant des dégâts. Ce qu'il y a, c'est qu'avec... Vous avez cité changement climatique, allez, je me lance. Étant donné le changement climatique, les pluies sont devenues beaucoup plus fortes, torrentielles, le vent, elle est là, etc. Et donc les gens commencent, pour stabiliser, à alourdir le toit, en rajoutant des choses en béton armé, sans aucun dimensionnement, ni rien. Mais c'était pour se protéger du ruissellement de l'eau, de pluie, etc. Et c'est ça ce qui a aggravé la situation, parce que ça, c'est quelque chose de lourd. Lorsque ces constructions, si vous voulez, ont bougé, tout de suite, le toit n'avait plus du support. Et c'est le toit, en écrasant et en étouffant, malheureusement, tous les citoyens que nous avons perdus jusqu'à maintenant, qui a aggravé la situation. Et donc, pour les gens de Rabat, pour les gens de Casablanca, pour les gens de Meknès, pour les gens de Fès, il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire que là, l'onde, en se propageant, il s'atténue. Exception faite, et ce n'est pas la peine, on ne fait pas ici de la recherche, on ne fait pas ici de la science. Là, nous sommes en train d'expliquer simplement aux citoyens comment ça se présente. Eh bien, au niveau de Rabat, nous avons vécu tout ça. Il y a eu des oscillations, des vibrations, mais il n'y a eu aucune chute, si vous voulez, au niveau de la cuisine. Il n'y a pas eu un meuble qui a bougé, ou des bouquins, ou des choses se sont renversées. Ceci voudrait dire que, quand même, cette intensité au niveau, et nous allons faire des cartes d'intensité qui varient de 1 à 12 sur l'échelle de Mercalli, eh bien ça va être faible au niveau de Rabat. Et donc les gens de Rabat et de Casablanca devraient rentrer sans aucun problème. Puisque même, étant donné que les constructions ont résisté au séisme de magnitude 7, les répliques en principe, et là on a vu les enregistrements, et là, on ne peut que se féliciter du centre de surveillance sismique qui donne au fur et à mesure les principaux résultats des répliques. Eh bien, aujourd'hui, on a remarqué que les répliques, bien qu'il y a eu ce séisme de magnitude 4,5, eh bien, en fréquence, en nombre, les répliques sont en train de diminuer. Et à part celui-là et celui du 6 de la nuit aussi qui est venu, les autres, ils sont de 3, 2, 4. Là, ils ne peuvent pas, si vous voulez, entraîner des dégâts, sauf maintenant, au niveau de toute cette région, où il y a eu des effondrements, il est strictement interdit de revenir, rentrer, parce qu'une maison est restée là, debout, ou bien non. Là, une secousse, jusqu'à ce que le centre, si vous voulez, nous renseigne, une secousse maintenant, parce que ces constructions ont été fragilisées par une magnitude 7. Et donc, une autre secousse, même aussi faible, peut les mettre à table. Et de ce fait, il faudrait dans le programme, on parlera toujours, mais là on est dans la phase diagnostic, comme a dit notre camarade, de gestion de la crise. Et il y aura, si vous voulez, la reconstruction. Et là, la reconstruction d'ici là, il n'y a que les tentes qui pourront, si vous voulez, résoudre le problème. Donc je reviendrai sur d'autres questions pour donner beaucoup plus de détails. Justement, nous allons juste jeter un rapide coup d'œil au bilan du séisme. Le dernier bilan provisoire réévalué à 16 heures aujourd'hui s'élève à 2122 morts. Le décompte des victimes s'alourdit à 2421 blessés selon le ministère de l'Intérieur, 1351 morts dans la province de l'Haouz, 492 morts dans la province de Taroudant et de 201 morts dans la province de Chichaoua
et 17 à Marrakech. Aucun nouveau décès n'a été enregistré dans les provinces et préfectures de Ouarzazate, Azilal, Agadir et Daoutanan, le Grand Casablanca, Youssoufia et Tinrir. Professeur, l'épicentre du séisme, on le disait, a été enregistré à Al-Haouz. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'activité sismique de cette zone située en plein milieu du massif montagneux du Haut-Atlas? En fait, comme on vient de le dire, toute la chaîne atlantique, ça va d'Agadir jusqu'à Taza, donc le Haut-Atlas, le Grand Haut-Atlas, le Moyen, enfin occidental, le Haut-Atlas central et le Moyen Atlas. Nous avons aussi l'Atlas oriental. Toute cette zone, eh bien, sur une carte, si on avait une carte, on verrait qu'il a enregistré un certain nombre de séismes. Donc ce sont des zones qui sont connues chez les spécialistes en tant que zones à activité sismique. Bon, modérée à faible, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc, on ne va pas le comparer au Japon avec des magnitudes 9, à l'Indonésie avec des magnitudes voire 9, un peu plus, même à la Turquie. Non, le Maroc, il est qualifié de zone à activité modérée à faible. Maintenant, peut-être, avec cette magnitude 7, on va peut-être revoir un petit peu cette terminologie, parce que magnitude 7, c'est quelque chose de fort. Et en ces conditions, je n'aime pas dire que, heureusement, que ce n'est pas venu, l'épicentre n'est pas au niveau d'une ville, une grande ville marocaine. Parce que là, si vous voulez, ça aurait été autre chose. Mais enfin, disons que pour le moment, c'est déjà assez les dégâts et tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors, dans le cadre si vous voulez, de cette donc de ce rapprochement Afrique-Europe, il y a des contraintes qui s'accumulent. Et ces contraintes, eh bien, les couches géologiques, elles sont en train de résister, c'est des tensions. Mais une fois qu'ils arrivent à leur limite de supporter, ils se cassent. Se cassent, c'est la faille. Et une fois qu'il y a faille, eh bien, il y a libération de l'énergie. Et c'est cette libération d'énergie qui, sous forme d'onde, entraîne les dégâts que nous observons en surface et qui, au fur et à mesure, en principe, ils sont en train de s'atténuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, on ne les ressent plus et n'entraîne plus de dégâts. Maintenant, il y a un certain nombre de phénomènes qui peuvent se produire au moment du déplacement de ces ondes. Pourquoi? Parce que toutes les couches ne sont pas de même nature, ils ne sont pas de la même constitution, ils ne sont pas de la même géomorphologie. Et donc, une onde, en fonction d'un certain nombre de critères, il peut s'amplifier. Et je peux citer maintenant deux exemples que nous avons vus dans ce que vous avez présenté. C'est au niveau d'un certain nombre de crêtes, donc, il y avait des villages. Et, si vous avez remarqué, ces villages ont connu une destruction presque totale. Eh bien, par rapport à d'autres régions qui sont à côté, sur de légers replats, et qui n'ont pas connu le même phénomène. C'est pourquoi? C'est parce que les ondes sismiques, lorsqu'ils arrivent au niveau d'une crête, comme ça, au niveau d'une montagne, et Dieu sait combien il y a de montagnes, c'est une région montagneuse, eh bien, au niveau des parois, en remontant vers le sommet, il y a des réflexions qui se font, et ces réflexions qui se font, eh bien, ils entraînent une amplification de l'onde qui devient beaucoup plus puissante et beaucoup plus agressive que l'onde d'origine. Et c'est pour ça que la destruction, elle est beaucoup plus importante. Le même phénomène, on peut l'observer lorsqu'on est au fond d'une vallée qui est entourée par des montagnes. C'est la même chose. Lorsque l'onde sismique arrive, eh bien, elle est entourée par des reliefs de partout. Il y a réflexion. Et de ce fait, il y a renforcement et il va entraîner des dégâts beaucoup plus importants au niveau des fonds de vallée. C'est ce qui explique un petit peu ces différences et ce degré
de dégâts d'une région à une autre, bien qu'ils sont très proches. Merci professeur Aït Brahim pour ce premier éclairage. Nous reviendrons à vous. Tout de suite, nous allons parler de l'élan solidaire qui est international. De nombreux pays ont proposé le raid, dont l'Espagne qui a dépêché des secouristes, des équipes experts dans la recherche et l'organisation de secours. Ils sont arrivés aujourd'hui même à Marrakech, comme vous le voyez sur ces images. Monsieur Aït Brahim, vous voudrez commenter ? Oui. Non, moi je... Un défi humanitaire inédit qui mobilise fortement les structures hospitalières des zones sinistrées. Plusieurs équipes médicales se relaient pour faire face à l'urgence. Dès les premières heures qui ont suivi le début du sinistre, cadres médicaux et paramédicaux sont déployés pour prodiguer les soins nécessaires aux blessés. Wissam Mghri, Zakaria Mouqin Billah avec Abdelilal Chab. Un balai incessant des ambulances devant les services d'urgence des hôpitaux de Marrakech. Les blessés à divers degrés sont évacués en provenance des quartiers de la ville Ocre et de localités de la province d'El Haouz. Staff médicaux, paramédicaux et équipes d'intervention prodiguent les premiers soins. J'étais en route en compagnie d'un ami pour nous rendre au travail dans l'ancienne Médina. Dès que nous avons ressenti les secousses, nous avons couru. C'est alors qu'un bloc de pierre est tombé sur la tête de mon ami. Il est en réanimation. C'est un vrai désastre à Amzmez. Nous étions en train de dormir quand la terre a tremblé. En quelques secondes, nous avons pu sortir avant que notre maison s'effondre. Notre village est détruit en entier. Certaines personnes ont pu être secourues. Nous avons à peine dîné que nous avons commencé à ressentir les secousses. J'ai couru dans les escaliers, mais j'ai eu un bloc de dalle sur la tête. Ma femme a subi le même sort. Plus de peur que de mal. Des volontaires nous ont secourus. Même mobilisation tous azimuts. Au niveau des établissements hospitaliers des provinces d'El Haouz, Chichaoua et Taroudan, un nombre important d'ambulances ont été réquisitionnés pour transporter les blessés. Nous avons entendu un son puissant et puis la maison s'est effondrée. Mes enfants dormaient dans une autre pièce. Mon père a été blessé. Nous avons été pris en charge à l'hôpital de Chichaoua. J'étais en train de dormir quand le toit s'est effondré. Nous avons été amenés à l'hôpital. Pour la plupart, les victimes souffrent de blessures et de fractures de gravité variables. Les opérations de secours se poursuivent toujours.